Quelques semaines après les accords de Montreux entre l'AFC M23 et Kinshasa, plusieurs questions demeurent quant au respect des engagements annoncés, notamment l'échange des prisonniers, les mécanismes de surveillance du cessez-le-feu et la poursuite des combats sur le terrain. Parallèlement, la récente conférence de presse du président Félix Tshisekedi, au cours de laquelle il a évoqué la situation sécuritaire, la gouvernance et les perspectives électorales en RDC, notamment, a suscité de vives réactions, tant au niveau national qu'international, en raison de ses différentes prises de position sur les sujets abordés. D'un autre côté, le président Évariste Ndayishimiye s'est récemment prononcé de nouveau sur la sécurité régionale, la présence des troupes burundaises en RDC, la collaboration avec les FDLR, ainsi que les tensions persistantes entre le Burundi et le Rwanda. Enfin, la Cour d'appel de Paris a décidé de relancer l'instruction judiciaire visant Agathe Kanziga dans le cadre des investigations liées à son rôle dans le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Tels sont les différents points que nous analyserons au cours de cette émission. Bienvenue, avec moi dans les studios, Tite Gatabazi, analyste politique. Rebonjour Tite. Bonjour Bertrand. Comment allez-vous? Moi je vais bien, merci. Tite, ça faisait un peu de temps, vous ne voyez pas. Quelles ont été vos nouvelles? J'ai été en vacances tranquillement. C'était bien? Ah, c'était magnifique, oui. Ok, Tite. Retournons sur la situation des Grands Lacs. Je la retrouve pire que ce que j'ai laissé. Je crois qu'elle est encore plus compliquée, alambiquée. Oui, allons-y. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, nous aurons en tout cas beaucoup de choses à analyser, Tite. Très bien, je suis en pleine forme. Tite, comme je le disais dans l'introduction, quelques semaines après les accords de Montreux en Suisse entre la RDC et les M23, mais où en est-on avec les engagements pris? Quand je dis engagement, je veux dire la surveillance de la trêve dans l'est de la RDC, l'échange des prisonniers et la facilitation de l'accès humanitaire dans les zones à risque. Et comme dirait quelqu'un, on est au point mort. Depuis Doha, il a été signé l'accord de principe, l'accord cadre. À chaque fois qu'on signait, on parlait prioritairement de cessez-le-feu. À chaque jour de signature, les bombardements continuaient à l'est. Le blocus de Minembwe continue. Donc voilà, je crois que le jour où on a signé à Montreux, le même soir, Tshisekedi a continué le bombardement. À Montreux, on a convenu que dans les 10 jours, on libérait des prisonniers politiques. L'AFC M23 a écrit au CICR pour que le CICR vienne et qu'on leur montre ceux qui vont être libérés de leur côté. À Kinshasa, pas une seule personne n'a été libérée. À Montreux, on a convenu des mécanismes conjoints de surveillance, d'évaluation de cessez-le-feu, intégrer la MONUSCO, intégrer l'AFC M23. Jusqu'à aujourd'hui, pas d'effet. Donc, signature à Montreux, effet sur le terrain, zéro. Mais alors, Tite, selon vos analyses, quels sont les principaux obstacles à ces engagements? L'obstacle a un nom. L'obstacle s'appelle Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Il l'a avoué maintenant dans sa conférence de presse. Il a intérêt à ce que la guerre continue à l'Est, que des Congolais meurent tous les jours, qu'ils bombardent tous les jours pour ne pas aller aux élections. Il l'a dit en pleine conférence de presse. Donc, on le dit depuis assez longtemps. Tshisekedi est passé aux aveux, comme on dit. Soit il passe par la révision ou la modification de la Constitution pour se maintenir au pouvoir. C'est un peu trop compliqué et donc il vaut mieux maintenir la pression, la guerre à l'Est et avoir ce mobile qu'on a dénoncé depuis longtemps pour
se maintenir au pouvoir. Tite, vous évoquiez la récente conférence de presse accordée par Félix Tshisekedi à Kinshasa. Mais d'abord, avant d'analyser les différents points dont il a évoqués, d'une manière générale, comment avez-vous trouvé la conférence de presse? Je vais reprendre les mots d'une journaliste très réputée à Kinshasa. Tshisekedi a fait du Chilombo. Voilà. Il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Donc c'était Félix Tshisekedi en face d'Antoine Chilombo. Il arrive, globalement, il n'est responsable de rien, c'est toujours la faute des autres. Et durant toute la conférence, c'est les salaires, même moi je suis victime de perception de mon salaire, c'est on m'a menti, on m'a donné de fausses informations, c'est voilà. La ville de Kinshasa, quand vous voyez vos compatriotes marcher à pied tôt le matin, ah oui, ah mais moi quand je les vois, ils me saluent. Voilà, c'est ça en gros. Tite, le fait marquant qui a frappé beaucoup d'observateurs lors de la conférence de presse, Félix Tshisekedi a demandé pardon à ses concitoyens pour les défaillances au niveau de l'armée, pour la guerre qui continue dans l'est de la RDC. Mais est-ce que ce serait-il un aveu d'échec, un aveu d'incapacité pour son administration? Non, il n'a pas demandé pardon pour la mauvaise gouvernance, pardon pour les inondations d'à Kinshasa, pardon pour l'assainissement. Non, il a demandé pardon pour sa moindre escarmouche. Il a demandé pardon parce qu'il a menti aux Congolais qu'il allait attaquer le Rwanda. Et même là, il s'est encore une fois défaussé. On m'a donné des mauvaises informations. J'ai fait des déclarations sur la base pas du tout factuelle. Donc, ce n'est pas moi, c'est la faute au service des renseignements. Mais au-delà de ça, il n'a pas demandé pardon, il a fait semblant. Il a profité de la conférence de presse pour retirer un peu cette épine du pied de la moindre escarmouche qui lui colle quand même au basket. Et dire, voilà, il a quand même traité son armée de clochards. À Bunia, il les avait traités de mafia. Et maintenant, il vient dire que c'est des gros menteurs. Mais moi, ça ne m'a pas étonné qu'il cherche comme ça des pirouettes. Mettons la moindre escarmouche dans son contexte. Tshisekedi finit sa campagne électorale. Il a bâti campagne sur le Rwanda. Attaquer le Rwanda, c'est la faute au Rwanda. Tous les mots qu'il y a au Congo, c'est la faute du Rwanda. Donc, en apothéose, il finit quand même en disant « Moi, je vais attaquer le Rwanda ». Tshisekedi parle de la moindre escarmouche, il faut quand même se souvenir. Et ça n'est pas une fausse ou une mauvaise information de ces services de renseignement. Il avait déjà réuni les jeunes de l'UDPS à l'hôtel pour leur dire « Nous avons un programme, un projet de changer de leadership au Rwanda ». Le président Ndayishimiye est venu à Kinshasa, il a répété la même chose. Ça, ce n'est pas la faute à l'armée. Tshisekedi a entamé des démarches pour faire venir les anciens génocidaires de Niamey à Kinshasa. Ça, ce n'est pas les informations de ces services de renseignement. Les voyages du fils Habyarimana n'ont rien à voir avec les informations des renseignements. Tshisekedi est en alliance avec les FDLR. Tshisekedi est en alliance FDLR avec Ndayishimiye. Tshisekedi et Ndayishimiye ont le soutien de la Belgique. Et il faut inscrire la moindre escarmouche dans ce contexte-là. Je ne suis pas seul à pouvoir le faire, même si j'en suis le leader, que je vais assumer les retombées. Mais il y a tout un projet autour de ça.
Attaquer le Rwanda, c'est financer les FDLR, c'est les renforcer, c'est faciliter les recrutements. C'est les circuits financiers qu'il y a avec les FDLR. Non. Ça, c'était franchement ce qu'on appelle de l'arme de crocodile. Il a voulu faire diversion. Il veut récupérer une bourde, comme on l'appelle. Mais bon, c'est du Tshisekedi. Tite, les autres points ayant été beaucoup analysés par des observateurs qui ont été évoqués par le président congolais, il a notamment publiquement évoqué la possibilité d'un troisième mandat, ainsi que celle de ne pas organiser les élections en 2028. Est-ce que, selon vous, s'agit-il d'une stratégie visant à se maintenir au pouvoir par tous les moyens? Il y a quelque chose quand même de fascinant au sein de la classe politique congolaise. Ils ne savent pas conserver des secrets. Ils sont incapables d'avoir une analyse, de se projeter comme ça, d'avoir les étapes. Sur base de ça, nous voulons arriver à tel point comment on déroule les choses. Ils sortent d'une réunion, ils se précipitent devant les micros et les caméras. À qui le premier va se gargariser pour dire les choses? Ce projet de révision de constitution date du premier mandat. Les premiers jours de l'accession de Tshisekedi au pouvoir, il y a une équipe qui est chargée d'étudier comment réviser la constitution. Jean-Marc Kabundi l'avait dénoncé. Un troisième mandat, président qui déclare qu'il est disposé, si le peuple le lui demande, ça veut dire qu'il n'est plus garant de la Constitution. Il est sorti du cadre constitutionnel. Parce que la Constitution congolaise prévoit 2 mandats. Un mandat renouvelable une fois. Et lui parle de 3e mandat. Tshisekedi ment quand il dit que quand même c'est permis de réfléchir sur les problèmes de gouvernance du pays liés à la rédaction de la Constitution. Il a déjà dit aux Congolais que c'était une constitution des étrangers, rédigée par les étrangers et au profit des étrangers. Qu'est-ce qu'il vient rattraper en disant, écoute, j'y suis, j'y reste. On sait trop bien que ces hommes de main ne parlent que de ça. Augustin Kabouya n'arrête pas de dire on va changer la constitution. Le professeur André Mbata, qui est secrétaire permanent de l'Union sacrée, a déjà un projet de révision de la constitution. Ça se sait. Donc, il viole la constitution dont il est garant. Il ne nous a vraiment pas donné de scoop en disant je suis favorable à mon 3e mandat. On le sait depuis un peu trop longtemps. Oui. Et pour le fait de dire qu'il y a une possibilité d'être dans l'impossibilité d'organiser les élections en 2028. Mais quelle a été votre analyse sur ce sujet? Ah mais ça, je suis de ceux qui le disent depuis plus d'une année. Tshisekedi a des intérêts dans la perpétuation de la guerre à l'Est. Il y a le fait de ne pas rendre compte de sa gouvernance. Sa gouvernance, c'est la corruption, c'est le détournement, c'est le népotisme et le tribalisme. Plutôt que de parler de ça, allez, on va trouver le bouc émissaire Rwanda, on va dire que l'AFC M23 c'est des pantins. Allez, on va s'offrir une rhétorique pour ne pas parler des problèmes sérieux du pays. Tshisekedi a un intérêt dans la perpétuation de la guerre qui est un intérêt financier. Il achète des armes, il donne des commissions, il perçoit des rétrocommissions, et il engrange des bénéfices.
Tshisekedi veut rester au pouvoir parce qu'il a quand même des procès qui sont ouverts contre sa propre famille en Belgique pour enrichissement illicite, pour justifier des biens mal acquis. Tshisekedi a fait trop de mal aux Congolais pour tout faire, rester au pouvoir et donc prolonger le plus possible la reddition des comptes. Tshisekedi a ce qu'on appelle des cadavres dans le placard. Il n'a toujours pas dit comment est mort l'ancien ministre et député Chérubin Okende. Il n'a pas dit dans quelles conditions est mort le général Kahimbi. Donc, on sait qu'il fait de la guerre à l'Est un motif de politique intérieure. Il doit justifier son alliance avec les FDLR. Il doit justifier le discours de haine. Il doit justifier son alliance avec le Burundi, le blocus de Minembwe, les complicités de ses ministres avec les ADF à Beni, avec les Codeco à Ituri. Tout ça, c'est qu'il essaie de mettre un voile au-dessus et donc développe le discours à la fois victimaire, à la fois de bouc émissaire. Oui, c'est trop visible pour pas qu'on dise ah oui, un troisième mandat, si on peut réviser la Constitution, pourquoi pas. Vous octroyez un mandat supplémentaire à un chef de l'État qui a des chantiers qu'il a commencé, qui sont visibles, et il vous dit, voilà, laissez-moi encore juste un peu de temps, le temps de finir. Tshisekedi n'a pas entamé un seul chantier de toutes les promesses. Les gens aujourd'hui se moquent à la fois du président, de l'UDPS et de l'Union sacrée. Le peuple d'abord, on a oublié. C'est son ventre d'abord. Ils disent beaucoup de choses sur la gouvernance de Tshisekedi. Non. Le troisième mandat, c'est vraiment... Ce n'est pas que c'est dans l'air du temps. C'était décidé depuis son accession au pouvoir. Justement, comme vous le dites, l'opposition congolaise, notamment des figures comme Moïse Katumbi, Délice Essanga, Martin Fayoulou et d'autres figures d'opposition congolaise, accusent le président Tshisekedi de maintenir une instabilité sécuritaire et institutionnelle afin de renforcer son pouvoir. Donc, on peut dire que c'est légitime. Donc, ça n'a rien de légitime. C'est un constat qu'ils font. C'est ce que je suis en train de faire moi-même. Je voulais dire que leur point de vue est légitime sur ce point. Ce qu'ils disent, ils analysent et ils constatent aussi. Ils constatent que une fois on parlait ici et j'avais repris les propos d'un journaliste face au ministre Mouyaya qui lui demandait, mais après la chute de Goma, si vous aviez accepté l'offre de l'AFC M23 d'aller dialoguer depuis qu'ils sont à Bunagana, Goma ne serait pas tombé. Vous nous avez répété pour qu'on l'intègre bien que jamais, mais au grand jamais, vous ne vous retrouverez face à ces pantins. Et de quoi vous discutez à Doha? Avec qui vous discutez à Doha? Donc voilà un peu... c'est vrai que il n'y a pas que l'AFC M23 qui alerte les Congolais pour leur dire cette guerre, c'est la guerre de Tshisekedi. Cette guerre, c'est pour conforter le pouvoir de Tshisekedi. Cette guerre, c'est pour que Tshisekedi puisse se maintenir au pouvoir. Parce qu'il n'a rien à montrer aux Congolais comme résultat des 2 mandats. Kinshasa est toujours sous les eaux. Il n'y a pas d'infrastructure à Kinshasa. Il n'y a pas d'assainissement de la ville. Rien que la capitale, Kinshasa. Kinshasa est sous la coupe de Koulouna. Et le président
s'en amuse. Les autorités à Kinshasa roulent à sens inverse dans les artères de Kinshasa. C'est ça la gouvernance de Tshisekedi. Et donc, pour ne pas parler de ça, des sujets qui fâchent, il vaut mieux qu'il leur présente la guerre. Il vaut mieux qu'il finance la guerre. Il vaut mieux qu'il alimente le discours de haine. Et voilà. Titsino, restons encore un peu sur la conférence de presse qui a fait couler beaucoup d'encre. Vous le disiez tout à l'heure, le président Tshisekedi a interrogé sur les retards de paiement des fonctionnaires de l'État. Il a lui-même dit être affecté. Mais si le président se dit affecté par des situations qui arrivent dans son propre pays, mais la population, ces fonctionnaires, à qui s'en remettront-ils? J'ai dit tout à l'heure que Tshisekedi était un menteur. Tshisekedi a dit sur les ondes de Top Congo qu'il ne connaissait pas son salaire, que son salaire ne l'intéressait pas. Tshisekedi, au lieu d'expliquer, parce qu'il est venu pour faire un exercice de pédagogie. Ok, la pédagogie, ce n'est pas son point fort. Il se présente en victime. Est-ce que si Tshisekedi n'a pas perçu son salaire, au 30 du mois, il ira à la boutique du coin pour dire « Donnez-nous 2-3 kilos de riz, un peu d'huile. » Tshisekedi vit de son salaire. C'est du cynisme ce que Tshisekedi a dit. D'abord, que les Congolais, les fonctionnaires en tout cas, sont mal payés. Et puis, ils engrangent combien de... Ce n'est pas un retard d'1 mois. Ils comptent 8, 12, 15 mois d'arriérés de salaire. Et lui, pour toute explication, il dit, ah bon, il est où le ministre, hein? Vous savez que même moi, je suis victime de ça. Non, ça ne fait pas sérieux de la part d'un chef de l'État de parler comme ça de manière désinvolte du salaire des fonctionnaires. C'est ça qui fait vivre un agent de l'État. Et donc, oui, c'est vraiment faire du Tshisekedi. Si nous restons encore un peu sur la situation des Grands Lacs, notamment à l'est de la RDC, Corneille Nangaa, coordinateur du mouvement rebelle, a récemment adressé une lettre au secrétaire d'État américain Marco Rubio sur l'état d'avancement du processus de paix, on veut dire Montreux ou Doha. Mais selon les informations dont vous disposez, que défend aujourd'hui l'AFC M23 ? Qu'a-t-il présenté ? Que revendique-t-il ? Maintenant, nous parlons. Le coordonnateur Nangaa adresse un courrier au secrétaire d'État Rubio pour s'indigner du comportement de l'administration Trump en sa qualité de médiateur. Le coordonnateur Nangaa s'indigne de voir que depuis Doha, depuis Montreux, l'AFC M23 a fait preuve de bonne foi et que du côté du pouvoir de Kinshasa, c'est zéro. On se souvient de l'enthousiasme de la délégation américaine après Montreux. Les partis se sont donné 10 jours pour libérer les prisonniers. C'est ça? Les partis ont décidé de cesser le feu immédiat. Pendant qu'ils signaient, Tshisekedi était en train de bombarder. Pendant qu'ils signaient, Minembwe était à feu et à sang sous le drone de Tshisekedi. Les partis ont convenu d'avoir une commission mixte où on va intégrer la MONUSCO, la CRGL, pour surveiller le cessez-le-feu. La partie congolaise s'engage devant témoins à neutraliser les FDLR. Est-ce qu'en 10 jours, Tshisekedi a libéré un seul Tutsi congolais? Non. Pendant que la délégation de l'AFC M23 est encore à Montreux, le président a 6 mois écrit au CICR
pour dire venez identifier les gens que nous allons libérer. On se souvient des images après Doha, quand ils avaient parlé de libération des prisonniers, les militaires que l'AFC M23 a libérés, militaires et policiers, que le CICR a convoyés jusqu'à Kinshasa. Depuis quand Tshisekedi a libéré les prisonniers politiques? Il y a des membres de la famille de Nanga qui n'ont rien à voir avec la politique, qui ont été arrêtés, mis en prison parce qu'ils ont des liens de famille avec Corneille Nanga. Est-ce que ces gens ont été libérés? Voilà. Donc, non. L'AFC M23 s'indigne pour signifier au secrétaire d'État dont dépend le sous-secrétaire en charge des affaires africaines, mais Boulos n'est pas sous-secrétaire. Il est conseiller de Trump en charge du dossier Afrique et Moyen-Orient. Donc il n'a pas rang de sous-secrétaire d'État. Mais ça, c'est juste un rappel des faits. Mais Corneille Nanga s'étonne que l'administration américaine s'aligne sur la rhétorique de Kinshasa. Corneille Nanga interpelle l'administration américaine pour dire mais tous ceux qui nous fréquentent pour des raisons objectives, qui soient légitimes. Le Rwanda a dit collaborer avec nous pour des raisons de sa propre sécurité. Parce que nous avons des problèmes avec les FDLR, le Rwanda a des problèmes avec les FDLR. Il est tout à fait normal que nous puissions collaborer sur cet aspect. Sanctions contre le Rwanda parce que vous collaborez avec l'AFC M23. L'ancien président Kabila, pour des raisons de sécurité, a quitté Kinshasa, est allé s'établir à Lubumbashi, a dû quitter Lubumbashi parce que la menace était imminente. Il a dû s'exiler. Ses partisans ont souffert à Kinshasa. Sa propre sœur a été convoquée, malmenée. Sa résidence a été caillassée et pourtant sa femme était présente là-bas. Et les services le savaient, et la police le savait. Et là, avec des amis, un groupe de prière, en train de prier, et ces jeunes forces grises de l'UDP sont venus jeter des cailloux dans la résidence de l'ancien président. Ça veut dire que cette résidence n'était pas gardée, ce qui est une obligation quand même de l'État. Ça veut dire que ces jeunes ont été poussés. Et on peut supposer par qui avait l'information que Mme Kabila s'est trouvée présente là-bas et était avec... Voilà. Le musée qui abritait les souvenirs de son père, Laurent Désiré Kabila, a été vandalisé. Tout ça, c'est des persécutions contre à la fois la personne de Kabila. J'ai failli oublier qu'il est condamné à mort par Kinshasa. Donc, qu'il se retrouve à Goma pour dire quand même le Congo, c'est chez moi. Je peux m'installer là où je me sens en sécurité. Il a même dit dans une interview, moi j'ai des biens à Goma. J'ai une résidence à Goma. Il fut un temps, il avait même des plantations dans le Massissi. Ah non, on va vous sanctionner parce que vous paraissez proche de l'AFC M23. La question que pose Corneille Nanga, est-ce qu'un médiateur peut épouser la rhétorique d'une des parties? En l'occurrence, les États-Unis ont adopté la rhétorique de Tshisekedi. Est-ce qu'un médiateur peut rester neutre en sanctionnant une des parties? Est-ce qu'un médiateur peut conserver sa crédibilité en fermant les yeux sur les manquements de Tshisekedi? C'est le fait, on en a parlé. Pas une seule fois, Tshisekedi n'a respecté le cessez. Il est quand même le commandant suprême des armées.
Le discours de haine pilule continue à Kinshasa. À la conférence de presse, il y a une jeune fille qui était habillée en jaune, qui a fait des photos avec Tshisekedi. Cette fille crache du venin contre les Tutsis congolais. Mais elle vient être portée par le chef de l'État. Est-ce que Tshisekedi a libéré les prisonniers? On vient de dire aucun. Est-ce que Tshisekedi a réouvert une seule banque? Pas du tout. Et les Américains, est-ce qu'ils voient ça? Le blocus de Minembwe, qui est un acte de génocide. Tshisekedi bombarde Minembwe au quotidien. Et on lui passe tout ça. On va sanctionner l'ancien président Kabila. Donc, c'est ce que Corneille Nangaa, qui remet en cause la validité de la qualité de médiateur et sa crédibilité, qui est parrain des accords à la fois de Doha et de Montreux. Tite, parallèlement à Corneille Nangaa, Olivier Kamitatu, figure du mouvement Ensemble pour la République, a lui aussi interpellé les États-Unis. Oui. Tous s'alignent sur un point central. La paix durable en RDC dépend surtout des institutions et de la confiance interne, plutôt que de médiation internationale. Quand nous disons médiation internationale, nous parlons de Luanda, nous parlons de Doha, nous parlons de Montreux. Mais est-ce que partagez-vous aussi cette opinion avec eux pour dire que juste la solution qui se trouve en est de la RDC ne se trouve pas juste dans ces processus à l'extérieur du pays, mais d'abord à une recherche de solutions d'abord en interne? En partie, parce que quand il y a une crise aussi profonde qu'en RDC, en tout cas c'est une crise sociale, c'est des fractures qui sont anciennes, il y a une crise identitaire, en plus d'être sécuritaire, il y a beaucoup d'éléments, des petits sous-chefs locaux qui sont alliés aux députés, aux ministres, aux généraux. C'est vraiment la crise de gouvernance, l'absence ou la démission de l'État. Ça, on va dire, les acteurs politiques congolais n'ont pas été capables de porter ces problèmes et d'y trouver des solutions. On se souvient des rounds qu'ils ont eus. Ils ont utilisé tous les mots, conclave, Sun City, Saint-Sylvestre et tout ça. Je disais en partie parce qu'au niveau de l'analyse, oui, mais quand il y a maintenant, suite à tous ces éléments, qu'il y a une partie de la population qui est persécutée et qui se lève pour se défendre, et qu'on a la chance d'avoir une médiation, on peut se dire, bon, la médiation va nous aider à analyser les causes profondes, à déposer les armes et à assurer la cohésion nationale qui a été fracturée. On peut compter sur une médiation étrangère. Mais ce que Olivier Kamitatu dit, il emboîte le pas à Corneille Nangaa. Il rappelle quand même aux Américains que cette façon de prendre position aux côtés de Tshisekedi, sous prétexte qu'il leur a promis des minerais, est en train d'enfoncer les Congolais. Ce n'est pas une façon d'aider le Congo et les Congolais à trouver des solutions à ces problèmes. Ça n'est pas une bonne façon de faire, d'être médiateur et de passer à Tshisekedi tout ce qu'il peut faire. Il peut continuer à massacrer les Congolais, les Américains ne lui disent rien. Donc, oui, Olivier Kamitatu emboîte le pas à Corneille Nangaa, il n'est pas le seul. Hein. J'ai vu que même Délice Senga l'a dit. Fayoulou est sur d'autres créneaux. Il est obsédé par le dialogue inclusif. Il pense que ça lui fera
un tremplin, à défaut d'être président, de devenir Premier ministre. Oui, mais il y a une convergence entre le courrier adressé par Corneille Nangaa à Marco Rubio et ce que Olivier Kamitatu a écrit, et même ce que beaucoup d'observateurs ont noté. Vous ne pouvez pas faire un communiqué quand on bombarde Mouchaki de dire les deux parties devraient envisager la possibilité de ne plus... Non. Il y a une partie qui bombarde. Il y a une partie qui subit. Vous n'envoyez pas dos à dos bourreaux et victimes. Ça n'est pas crédible d'écrire des choses pareilles. Ce qu'ont fait les Américains, c'est ce qu'a fait la MONUSCO. Est-ce que entrevoyez-vous une quelconque répercussion des actions de la partie qui ne respecte pas les engagements pris lors de ces processus de paix? Voyez-vous une répercussion directe? Ça veut dire que, on vient de le dire, Tshisekedi a levé l'option de continuer la guerre, mais pour des intérêts de conservation de pouvoir et puis de gros intérêts financiers. Mais aussi de continuer le projet d'extermination des Tutsis congolais. Ça, c'est connu, c'est documenté, tout le monde le sait. L'AFCM 23 a levé l'option de protéger la population. En tout cas, sur toutes les parties et les territoires libérés. On a une médiation qui a perdu toute crédibilité par le comportement qu'affichent les États-Unis. Bon, le Qatar reste encore médiateur, mais le parrain, c'était les États-Unis. Est-ce que la FCM 23 va continuer à respecter seul les engagements pris à Doha et à Montreuil? Ça me paraît bancal. Il va falloir qu'à un moment donné, ils répondent à ces attaques systématiques de Tshisekedi. Tite, d'un autre côté, le président burundais Evariste Ndayishimiye a récemment accordé une interview à Jeune Afrique, dans lequel il a évoqué beaucoup de points, mais pour vous, on va essayer de développer 2 points. Il a d'abord essayé de justifier la présence burundaise en RDC, vous laissant entendre que c'est pour le bien du peuple congolais, que cette coopération entre le Burundi et la RDC est comment pourrais-je dire, est correcte. Okay. Mais selon vos analyses, et sur l'interview accordée sur Jeune Afrique et sur la situation sur le terrain, quelles sont vos observations actuellement? Le président Ndayishimiye a fait preuve depuis plusieurs années d'incapacité à gouverner son propre pays. Donc, il a beaucoup de problèmes internes, à commencer par les devises qu'il n'y a pas dans les banques, le carburant coûte très cher et presque inexistant, les étalages, ça on l'a déjà suffisamment dit. Le président Ndayishimiye a eu recours à la technique de bouc émissaire pour distraire les Burundais. Il leur dit, voilà, nous avons un ennemi à côté qui s'appelle le Rwanda. Il a même dit que le Rwanda a des intentions malveillantes vis-à-vis du Burundi. Ce n'est pas la première fois qu'il le dit. Mais il faut rappeler au président Ndayishimiye 2 choses. Quand il ferme les frontières avec le Rwanda, le CNDD-FDD, en tout cas sa direction, n'est pas d'accord avec lui. Il faut rappeler au président Ndayishimiye que quand le coup d'État de Bunyoni était presque fin prêt et qu'il restait l'étape de déclenchement, c'est le Rwanda qui lui a sauvé la mise. Il faut rappeler au président Ndayishimiye que
en dépit du fait qu'il essaie vraiment de multiplier les écrans de fumée, il y a des hauts cadres du CNDD-FDD qui ont trempé dans le génocide contre les Tutsis en 1994. Et qu'il le veuille ou non, que ce soit sous son mandat ou pas, il faudra qu'un jour, entre le Burundi et le Rwanda, on puisse vider ce contentieux-là. Donc, courir après les putschistes de 2015 qui sont sous protection des Nations Unies, courir après... non, ça ne tient pas la route. Il faut dire au président Ndayishimiye que le blocus de Minembwe est documenté et qu'il a été revendiqué par son ancien porte-parole de l'armée et que le blocus est un acte de génocide. Alors, si lui se satisfait de l'extermination des Tutsis congolais, il faudra qu'il aille jusqu'au bout de sa logique, qu'il en assume la responsabilité. Mais alors, Tite, vous êtes en train de parler des décisions que prend Ndayishimiye, mais qui sont à l'encontre, par exemple, de son parti politique. Très récemment, dans ces mois derniers, il était rapporté des tensions au sein du CNDD-FDD quant au futur candidat qu'il présentera en 2027, mais nous avons vu Ndayishimiye être reconduit. Vous dites que le président Ndayishimiye a fermé les frontières en contestation avec son parti politique, mais les frontières 2 ans après, 3 ans après sont toujours fermées. Est-ce que peut-on dire qu'il a toujours cette capacité de s'en sortir parce que toujours on voit que Ndayishimiye, on parle de ces contradictions, mais on voit toujours. Comment écoute, je crois qu'on l'avait dit la veille du congrès du CNDD-FDD, il a dû y avoir des passerelles entre les candidats putatifs pour pas qu'on vienne gêner sa candidature. Les ténors du CNDD-FDD sont en train de protéger plutôt leur butin. Ils ne sont pas en train de protéger l'intérêt supérieur de la nation. Ils se protègent entre eux. Je crois que dans l'interview à Jeune Afrique, le journaliste lui demande, mais il paraît que le cartel des généraux a la main sur l'économie du pays. Oh, mais vous savez, ils sont assez vieux. Hein? C'est des copains, on a fait la lutte ensemble. Donnez-leur un peu de temps, ils vont quitter la scène. Bon, mais en attendant, ils sont en train de piller le pays. C'est ce que vous avouez. Oui, voilà. Donc, oui, il y avait des bisbilles au sein du parti. Ça n'est pas fini parce qu'il a été désigné candidat. Il y a des mésententes au sein de l'armée parce que maintenir la guerre à l'est du Congo, ils y perdent du monde. Et les familles n'ont pas encore des explications sur ces pertes-là. Il a des problèmes avec les Burundais qui n'ont pas accès aux soins, dont le transport n'est pas assuré. Le coût de la vie est très élevé parce que cette petite caste s'approprie quasiment toutes les richesses du pays. Oui. Si vous nous permettez d'avancer dans notre émission, le président Ndayishimiye a été questionné sur ces liens entre l'armée burundaise et les FDLR. Je cite: « Si vous avez des informations sur les positions des FDLR et que nous ne les attaquons pas, alors vous pourrez en conclure que nous les soutenons. En revanche, si nous les attaquons, cela vous démontrera que nous sommes prêts à les anéantir partout où ils seront. Oui. À ce jour, je cite le président Ndayishimiye, on ne m'a pas encore indiqué les positions des FDLR. Nous ne pouvons pas soutenir des criminels qui s'attaquent au Rwanda. » Croyez-vous qu'il était sincère? Zéro pointé, comme dirait quelqu'un. L'ancien ministre congolais des Affaires étrangères avait tenu des propos presque similaires sur France 24. Qui sont ces FDLR? Mais montrez-les nous. Nous, on ne sait pas où ils sont. En tout cas, si vous nous les montrez, on ira les neutraliser. Oui, c'est une façon vraiment de se défausser.
Ils disent dans l'interview qu'il y a un consensus au niveau de la région pour neutraliser les FDLR. Mais pourquoi ils n'avouent pas que les FDLR portent des uniformes FARDC? Pourquoi il ne peut pas le dire? Il ne dit pas que quand il a déployé ses troupes dans le nord Kivu, Massissi, on a brûlé le village de Nouro en disant très bien face aux vidéos tout Lunguza Manyumba Yabatusi, et qu'il y avait des troupes burundaises sur place. Et que les Burundais disaient au FDLR, nous sommes les mêmes. Donc, il ne va pas jouer à ça. Ça n'est pas crédible pour un son. Tite, du côté du Rwanda, une autre question d'actualité qui a façonné ces derniers jours. La Cour d'appel de Paris a décidé le mercredi 6 mai 2026 de relancer l'instruction judiciaire visant Agathe Kanziga pour son rôle dans le génocide perpétré contre les Tutsis. Mais comment pouvez-vous expliquer mais d'abord, pouvez-vous nous dire, pour les gens qui ne seraient pas très informés, d'abord qui était Kanziga et quelle place occupait-elle dans le régime de Juvenal Habyarimana? Il est de notoriété publique, hein. Il est suffisamment documenté que Madame Habyarimana était la patronne de l'Akazu. L'Akazu est tristement célèbre au Rwanda. Deux de ses filles ont épousé les enfants de Kabuga. Kabuga est le financier de l'Akazu. Il a quand même financé la planification du génocide contre les Tutsis. Autour de l'Akazu, son frère Zigira Nyirazo pilotait ce qu'ils ont appelé le réseau Zéro, qui a été mis sur la place publique, et le document est dans les documents des archives du TPIR. Il est suffisamment établi qu'elle a joué un rôle moteur dans la planification et l'exécution du génocide contre les Tutsis. Elle a quand même des acquaintances avec l'ancien capitaine Paul Baril pour acheter des armes, les acheminer auprès du gouvernement intérimaire qui exécutait le génocide. Agathe Kanziga a déposé une demande d'exil en France qui a été rejetée à la fois par l'OFPRA, par la Cour, le recours. Quand elle a fait recours, elle a été rejetée. Elle est allée au Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative. Et le Conseil d'État a confirmé le refus parce qu'il y a des éléments concordants et factuels qui font d'elle une des actrices principales du génocide perpétré contre les Tutsis. Et donc, une plainte avait été déposée et elle avait bénéficié en première instance du non-lieu. Il y a eu un recours et le recours vient d'être validé et donc elle va comparaître en appel pour son rôle présumé et suffisamment documenté quand même dans le génocide perpétré contre les Tutsis. Si vous nous permettez, et très concrètement, comment expliquer des doutes quant à l'implication d'une figure si influente au sein de l'appareil du régime Habyarimana et qu'espérer avec cette relance de l'enquête? Oui, parce que ce que les historiens expliquent mieux que moi, c'est que dans le projet génocidaire, il y a toujours la dimension négation. Madame Habyarimana se présente comme une mère au foyer qui n'a jamais regardé à la politique, qui ne connaissait pas grand-chose, qui accompagnait son mari dans les voyages officiels. La réalité rwandaise, elle est tout autre.
Elle a fait former la CASU. Il y avait quand même son propre frère, Zigiranyirazo. Il y avait le frère, sinon le cousin Sagatwa, qui était secrétaire particulier du chef de l'État. Il y avait des militaires au sein de l'armée. Ils tenaient l'économie du pays parce qu'il y avait Kabuga et tous les autres. Non. La réalité de la CASU au Rwanda, sous Habyarimana, on sait bien que la patronne s'appelait Agathe Kanziga Habyarimana. On rapporte quand on parlait d'elle à Arusha, au TPIR, son fils avait une boîte de nuit, un endroit à Revero là-bas, très grand espace. Qu'une fois, une grande réunion a été convoquée là-bas, une réunion du Hutu Power, et que c'est elle qui présidait cette réunion. Que le président Habyarimana l'apprend et il essaie de se rendre à Revero et elle donne l'ordre qu'il n'entre pas. Donc c'était ça son rôle et sa place centrale comme patronne de la CASU. Tite, c'était un plaisir de vous. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Merci beaucoup.